Salut mec, ça va, tu vas bien? On se présente, mais voilà, tu te connais. On est là pour te pomper et t'imposer sans répit. Pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton paix, ton fric, ton blé. Tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as su et de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. Bon, tu m'excuseras cette intro, mais je pouvais que penser à ça en faisant cette vidéo sur la fiscalité. Et ouais, la fiscalité me faisait penser à cette chanson des Inconnus. J'ai bossé comme info sur cette vidéo qui va parler fiscalité des crypto-monnaies. C'est parti, go! Hello, salut, c'est Julien et si tu me connais pas, je m'appelle Julien. Déjà, bienvenue sur ma chaîne. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu es intéressé par tout ce qui est finance personnelle, investissement, crypto-monnaie, bourse, bref, tout ce qui porte à l'argent, à l'investissement. Et je vous invite à lâcher un gros like parce qu'en fait, vous m'avez demandé tout le temps sur les commentaires, sur les réseaux sociaux de faire une vidéo sur la fiscalité. Et je l'ai faite et ça m'a donné un travail de recherche de dingue. Donc pour cela, merci de lâcher un petit like, à vous abonner, à déclencher la petite cloche. Mais vu que vous êtes une communauté en or, je pouvais pas me permettre de vous laisser de côté et pas vous faire une vidéo sur la fiscalité ici en 2021. Donc tout ce que je vais vous dire, ça s'applique à la fiscalité en 2021 et ça se trouve, ça va être amené à changer au fur et à mesure des mois et des années. J'ai bossé comme info sur cette vidéo qui va parler fiscalité des crypto-monnaies. Et ouais, en fait, la crypto-monnaie, c'est quelque chose de ultra moderne, ultra complexe et donc il y a une fiscalité qui s'applique parce que oui, la crypto-monnaie c'est quelque chose de légal et par contre il faut payer des impôts dessus et donc dans cette vidéo je vais te montrer à quel moment il faut que tu payes des impôts, comment tu vas en payer, sur quoi, pourquoi, comment, bref j'ai tout expliqué de A à Z. On va passer en revue la fiscalité, mais je tiens juste à dire un disclaimer, un avertissement comme quoi en fait à chaque fois je te dis que je suis aucunement conseiller financier, donc je suis aucunement conseiller en fiscalité. Fais tes propres recherches. Là, c'est basé sur mes propres recherches et ils ont été validés par un fiscaliste, mais je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Je suis humain, je suis juste un mec lambda. Donc voilà, ne prends pas tout ce que je dis pour argent comptant et ça se trouve, la fiscalité va évoluer au fur et à mesure des mois et la fiscalité va suivre l'évolution de la crypto-monnaie. Et aussi dans cette vidéo, je parlerai de la fiscalité qui s'applique en France et pas dans les autres pays. Donc voilà, si tu viens de la Suisse, si tu viens du Québec, si tu viens de la Belgique, tu as une fiscalité qui t'est propre et des fois qui est beaucoup plus avantageuse que la fiscalité en France, car au Portugal, en Suisse, en Belgique, au Chili, bref, la crypto-monnaie est très peu imposée, voire pas du tout, et franchement vous avez de la chance. Et donc je pouvais pas me permettre de faire une fiscalité pour chaque pays, donc ici on va se cantonner à la France, qui est déjà pas mal. Et surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo je vais recevoir Pierre en interview qui va nous parler de questions que je lui ai posées de façon très spécifique, des cas pratico-pratiques que toi tu te demandes en termes de fiscalité. Toutes ces questions là, je lui ai posé à Pierre et il va y répondre. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que là ça va être du pratico-pratique. Là je vais te parler une partie en théorie et après on va parler du pratique avec les questions que je vais poser à Pierre. Et Pierre propose une solution numérique, un service qui te permet de déclarer facilement et très rapidement ta fiscalité des crypto-monnaies sur sa plateforme qui s'appelle Waltio. Et donc la première chose à faire déjà c'est de déclarer ses comptes à l'étranger. Donc si tu as un compte N26, si tu as un compte Revolut, il faut déclarer ses comptes à l'étranger parce qu'il y en a qui sont en Allemagne, en Lituanie, en Grande-Bretagne. Bref, à chaque fois que tu as un compte à l'étranger, il faut que tu le déclares. Il faut que tu remplisses un formulaire qui est le 3916. Donc si tu as créé un compte en 2020, il faut que tu le déclares en 2021. Si tu as ouvert un compte en 2021, tu le déclareras en 2022. Et même si tu as un compte qui est inactif ou qui est dormant, il faut que tu le déclares auprès des impôts. Et si tu ne fais pas ça, tu t'exposes à une amende qui peut aller jusqu'à 1500 €. Et ce formulaire CERFA, tu l'annexeras en fait à ta déclaration annuelle des revenus. Et donc la déclaration annuelle, c'est à peu près en mai ou juin en fonction des régions. Et à ce moment-là, tu déclares à tes comptes à l'étranger que tu les aies ouverts, que tu les aies fermés, qu'ils soient dormants, qu'ils soient inactifs, bref, il faut que tu les déclares et il faut que tu fasses une déclaration par compte ouvert. Et qui dit compte à l'étranger dit également les exchanges, c'est-à-dire les plateformes sur lesquelles tu as acheté de la crypto-monnaie. Donc ça peut être Binance, Crypto.com, Kraken, bref, toutes les plateformes d'échange. Et si tu ne fais pas ça, le fisc a 10 ans pour réclamer les sommes non versées pour des comptes avec des sommes supérieures à 50 000 € et 3 ans pour des sommes inférieures à 50 000 €. Et déclarer ses comptes à l'étranger, en fait, c'est hyper simple, ça prend à peu près 5 minutes par déclaration. Et donc en gros, si tu as ouvert un compte personnel dessus, tu as juste à remplir la première case. Le reste c'est pour les sociétés, pour les mandataires, pour les personnes externes. Donc ensuite tu mets le numéro de compte, donc c'est d'ailleurs ton IBAN, les 10 derniers chiffres de ton IBAN. Et ensuite tu mets la date d'ouverture et la date de fermeture. Et si tu as du mal à retrouver les dates d'ouverture et de fermeture, va sur tes mails et tu vas retrouver la confirmation de la création de ce compte, admettons. Et pour retrouver l'adresse de ce broker là, tu as simplement à aller sur le site internet en question. Tu vas tout en bas dans le footer ou tu vas dans la rubrique contact et ça sera écrit l'adresse de telle ou telle plateforme. Et sur ces déclarations là, tu mets pas le montant que tu as dessus, tu mets juste
juste, voilà, je suis le titulaire, l'adresse du broker c'est ça, tu signes et basta. Et donc le formulaire il est gratuit, t'as pas besoin de mettre les montants que tu as sur ces plateformes et tu t'invites ainsi une grosse amende et des problèmes. Et donc si tu te demandes est-ce qu'il faut que je déclare telle ou telle plateforme qui est pas vraiment une banque ou qui est pas vraiment une plateforme, qui a un peu des deux, et ben autant le faire que de pas le faire, au moins tu vas te protéger, vaut mieux faire plus que pas assez. Et surtout garde une copie de ces déclarations là pour prouver que tu l'as fait si admettons tu as un contrôle. Donc ça c'est la première chose, déclarer ses comptes à l'étranger, N26, Revolut, ces exchanges, Binance, Crypto.com, Kraken, Coinbase. Et la deuxième chose c'est en termes d'imposition, combien tu payes. Et en fait en France on est imposé sur la plus-value à hauteur de 30%. Donc c'est à dire qu'admettons tu mets 1000 euros sur de la crypto-monnaie et à partir de ces 1000 euros et ben tu as fait 1000 euros de bénéfices, donc tu as 2000 euros au total, donc 1000 euros de bénéfices, donc tu seras imposé de 30% sur les 1000 euros de bénéfices, donc c'est-à-dire 300 euros. Et ces 30% c'est tout simplement la flat tax ou le PFU. Alors il faut savoir qu'il était imposé seulement sur la plus-value à partir du moment où tu changes de la crypto en euros. Si tu restes crypto, c'est-à-dire que tu échanges du Bitcoin contre de l'Ethereum, tu fais des profits et ensuite tu changes tes Ethereum contre du Polkadot et après tu fais encore des profits, tu fais du Polkadot sur du Aave ou peu importe. Là, pour l'instant, il n'y a pas de plus-value et tu n'as pas besoin de déclarer. Donc, il faut rester crypto. Et si tu fais une conversion Bitcoin euro, même si tu laisses ces euros sur la plateforme, eh ben, tu es quand même assujetti à payer des impôts. Que tu laisses ces euros sur la plateforme, que tu le mettes sur ton compte bancaire, tu dois censé payer ces impôts sur la plus-value. Et donc, dans ces 30%, tu as 17,2 de prélèvements sociaux et 12,8 d'impôts sur le revenu. Donc, une fois que tu as payé ces 30% là, tu n'as plus rien d'autre à payer. Et comment calculer sa plus-value? Et ben en fait, c'est des plus-values de cession. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu vas investir dans une crypto, il faut que tu vois combien tu as investi au départ et combien tu as gagné à l'arrivée. Donc, admettons, tu achètes du Bitcoin aujourd'hui et tu as investi 1000 euros. Il faut que tu notes sur un bout de papier, tu as investi 1000 euros à telle date et il faut que tu notes au moment du départ. Et donc, il faut que tu fasses ça par chaque session, par chaque investissement. Donc, ça peut être hyper laborieux si, comme moi, tu es sur plusieurs plateformes, tu es sur plusieurs exchanges, tu as acheté, tu as revendu. Ça peut être hyper complexe. Et ça, il faut que tu le reportes sur le formulaire 2086 et il faut que tu mettes chaque session sur le formulaire. Donc en gros, il faut que tu calcules ta plus-value, la moins-value que tu as eu sur telle autre crypto et que tu fasses les calculs des deux et ensuite tu reportes ta plus-value globale. Donc en fait, il faut que tu fasses les calculs 1 à 1 sur chaque session, sur chaque investissement au départ et à l'arrivée. Et donc tu fais un calcul entre ta plus-value moins ta moins-value qui te donne ta plus-value globale si tu as fait de la plus-value. Et c'est sur cette plus-value globale et ben en fait que tu vas payer les 30% d'imposition. Et donc sur le 2086, tu vas reporter chaque session une à une et ensuite le total, tu vas le reporter sur le formulaire 2042C. C'est là que tu vas mettre la plus-value ou la moins-value. Donc autant te dire que c'est un gros casse-tête et pour moi qui ai plusieurs exchanges, qui a acheté, revendu, etc. et ben je me dis pouh. Et donc je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas des outils qui peuvent simplifier tout ça? Et en fait j'en ai trouvé un, il s'appelle Waltio, c'est une boîte française et cette vidéo n'est aucunement sponsorisée par Waltio, mais par contre j'étais en train d'essayer de trouver une solution pour vraiment simplifier tout ça pour que ça soit très rapide, très clair. Et Waltio propose un service, c'est-à-dire de regrouper tous les exchanges, de faire les calculs automatiques en termes de plus-value, de moins-value et en gros de faire tous vos jobs et ce à moindre coût. Car pour moi, mais je pense que c'est la même chose pour toi, je déteste l'administratif, je déteste faire les calculs et si je peux avoir un outil qui fait tout ça pour moi, bah banco. Et donc Waltio te propose ça et te propose également de t'éduquer par rapport à un livre blanc, c'est-à-dire qu'ils vont te faire un résumé en quelques pages de quelle est la fiscalité de la crypto-monnaie en français. Et donc tu as un lien juste en bas si tu veux le télécharger, je t'invite à aller le lire. Et donc voilà pour le côté théorique. Après on va passer au côté pratico-pratique avec Pierre de Waltio qui va répondre à des questions très techniques, très pointues et pratico-pratiques. Mais la théorie c'est ça, c'est déjà déclarer ses comptes à l'étranger, que ce soit des comptes bancaires, que ce soit des plateformes de crypto-monnaie et faire les calculs en termes de plus-value si plus-value il y a et à partir du moment où vous avez échangé de la crypto en euros. Et donc passons maintenant à la session questions-réponses avec Pierre qui va rentrer vraiment dans le vif du sujet car à Pierre je lui ai posé des questions que vous m'avez demandé sur Instagram, j'ai rajouté également des questions par rapport à ma situation personnelle et à Pierre je lui ai posé des questions vraiment très pratiques, très pertinentes sur est-ce qu'il faut déclarer en termes de stacking, est-ce qu'il faut déclarer en termes de bonus de parrainage, en termes de cashback sur les cartes, la carte crypto.com ou Binance, comment ça se passe en termes de airdrop, qu'est-ce qui se passe avec les stablecoins et qu'est-ce qui se passe avec Ledger, avec le Trust Wallet, avec MetaMask, est-ce qu'il faut déclarer tout ça également? J'ai posé ces questions-là, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va répondre à ces questions très techniques. Alors comme je vous avais dit, en fait, au début de la vidéo, j'allais poser des questions à Pierre. Donc Pierre, il est le CEO de Waltio. C'est bien ça, Pierre, hein. Bonjour à toi. Ouais, bonjour Julien, merci beaucoup de me recevoir. Oui, tout à fait, exactement. Je suis un des cofondateurs et je suis en charge de la partie business et marketing de la société.
Donc juste pour remettre un petit peu dans le contexte, qu'est-ce que Waltio? En fait, Waltio, c'est une entreprise française qui a pour vocation de faciliter la déclaration des crypto-monnaies et Mhm. par le biais d'un logiciel ou d'un outil qui permet de rassembler toutes les informations en termes d'achat et de vente et pour faciliter le paiement de ces impôts en termes de crypto-monnaie. C'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, on aide les personnes qui détiennent des crypto-monnaies à calculer et à déclarer leur plus-value. Donc, en fait, notre métier, c'est de suivre le portefeuille des crypto-monnaies en récupérant les informations. Nous, on a codé le droit fiscal, donc on les accompagne dans le calcul de plus-value et après, on produit les liasses fiscales automatiquement. Ok, donc en fait, du coup, je t'avais envoyé des questions. C'était Mhm. des questions que moi je me posais personnellement et c'est des questions que j'ai posées à mes abonnés en termes de fiscalité. Donc c'était sur Instagram en particulier. J'ai eu une tonne de questions. Je les ai rassemblées. Ouais. Je les ai envoyées à Pierre qui a bûché dessus. Donc c'est des questions vraiment pratico-pratiques assez pertinentes et Mhm. qui parlent de vraiment cas particuliers. Donc je vais passer en revue toutes les questions. Donc déjà en termes de réponse, en fait, est-ce que c'est Pierre de Waltio qui répond? Non, tu es aidé par des spécialistes en fiscalité, bien sûr. Ouais, exactement. Alors, donc c'est moi qui réponds aux questions, mais on a évidemment et heureusement un avocat fiscaliste qui nous accompagne, qui nous conseille, qui nous explique le droit et donc comment on a une relation un peu particulière, parce qu'on a aussi beaucoup d'avocats qui sont nos clients. C'est comme ça qu'on est autant informé, on va dire, du droit, de l'évolution et des cas particuliers. Ok. Justement, est-ce que il y a eu des changements en termes de fiscalité, en termes d'imposition en 2021 par rapport à 2020 ou est-ce que c'est exactement la même chose? Alors, le texte de loi, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de, on va dire, de nouveau cadre réglementaire. On l'a vu, il a beaucoup changé dans les 5, 6 dernières années. Il y a eu, c'est le même régime fiscal, les mêmes modalités de calcul, il faut le même taux d'imposition. Donc, il n'y a pas eu de changement, ni de cadre fiscal et ni de, on va dire, de jurisprudence ou de décision qui changerait les modalités déclaratives. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des types de transactions des profils d'opérations qui se sont créés, donc on a beaucoup plus de revenus de stacking, des airdrops, qui étaient avant beaucoup moins courants. Et donc derrière, ça a créé des nouvelles questions juridiques et de nouvelles questions fiscales. Mhm. Ok, super. Euh, voilà, première question pratico-pratique. Est-ce que dans le cas où on ne fait pas de plus-value, c'est-à-dire qu'on va faire de la moins-value, Ouais. c'est-à-dire, admettons, j'ai 10 000 € et à la fin de l'année, je me retrouve avec 9 000 €, est-ce que je dois déclarer quelque chose à l'administration fiscale? Ouais. Alors, si on suit le texte de loi, non, oui, on est dans l'obligation de déclarer à partir du moment où on a une somme enfin, les cessions, donc les ventes imposables du cash out, qui est supérieure au seuil exonératoire. Donc, non, donc Mhm. oui, dans les textes de loi, il faut le déclarer, même s'il y a une moins-value. Maintenant, si on n'a pas déclaré une moins-value en termes de redressement fiscal, ça va être un pourcentage du montant non déclaré, donc de l'impôt qui est dû. Et donc là, comme il y a zéro impôt dû, bah, il n'y aura pas d'amende Mhm. associée à ça. Donc, c'est un peu un couac ou un scénario un peu particulier, enfin particulier, mais normalement, il faut les déclarer, mais on ne peut pas avoir d'amende. Ok, c'est très clair. Et justement, éclaircis-nous Ah, un petit ça, peu sur cet abattement on en parlait un petit peu en off, ouais. l'abattement des 305 €. À partir de quel montant est-ce qu'il faut qu'on déclare? Il y a un abattement de 305 €. Est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu ce point-là? Oui, bien sûr. Alors, l'abattement, ça veut dire qu'à partir de ces 305 euros de cession imposable sur une année fiscale, donc, en fait, s'il y a eu la somme des cash out, c'est-à-dire donc des cryptos achetés, enfin, utilisés pour payer des services, ou des conversions donc de cryptos contre des devises monétaires d'État, si la somme de toutes ces opérations pendant une année, donc du 1er janvier au 31 décembre, est inférieure à 305 euros, il n'y a aucune obligation de calculer et déclarer ces gains en actifs numériques, ces plus-values. Donc, Ok. dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de reprendre, on va dire, le portefeuille, d'enregistrer ces transactions. Alors,
en tout cas, peut-être intéressant de le faire pour les années suivantes, comme ça au moins c'est déjà fait. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de déclarer, lors de sa déclaration fiscale, qu'on a réalisé des gains issus de ces cessions en actifs numériques. Donc, pas besoin de remplir le formulaire 2086, pas besoin dans l'espace en ligne de le cocher. Juste, si on détient, et je tiens juste à préciser, informer quand même l'administration fiscale que via le formulaire 3916 bis, qu'on détient des comptes à l'étranger, qui est une modalité déclarative qui est indépendante du calcul et de la déclaration des plus-values. Ok. Justement, en fait, juste pour résumer, donc ça veut dire que Ouais. si par exemple j'ai investi 100 euros dans le Bitcoin et à la fin de l'année j'ai 200 euros, Ouais. donc ça fait 100 euros en gros de plus-value et admettons je sors ces 100 euros, je suis toujours en dessous des 305, Mhm. donc j'ai pas besoin de déclarer quoi que ce soit. Par contre, si j'utilise par exemple ma carte crypto.com ou Binance et j'utilise plus de 305 euros en termes d'achat, et on en parlera Mhm. après des cas particuliers des cartes, mais si je dépense pas plus de 305 euros avec ma carte, j'ai pas besoin de faire de déclaration non plus. Ouais, alors c'est ça. Si tu dépenses en crypto-monnaie pour une valeur équivalente, pour une valeur en euros inférieure à 305 euros, il n'y a pas besoin en effet de calculer ce montant de plus-value et de déclarer chacune de ces plus-values. Oui, tout à Ok, fait. Que ce soit. En fait, ce qui est important, c'est ça. Il y a deux faits générateurs de l'impôt et que ce soit l'un ou l'autre, c'est la somme des deux. À chaque fois, des deux cessions imposables. Les cessions imposables, ça va être l'utilisation d'une crypto pour l'achat d'un bien et service, donc type via une carte de paiement, mais aussi si on transfère de wallet à wallet, je ne sais pas, on imagine un service de taxi, un taxi et on le paye juste avec son wallet, ça reste quand même une cession imposable ou l'achat d'une voiture. Et l'autre, c'est comme je disais tout à l'heure, la conversion des cryptos contre des devises monétaires d'État. ok, très clair. Euh, Si on fait de la plus-value en 2020, donc on doit Ouais, déclarer en 2021, c'est ça, hein. exactement. En fait, la logique maintenant, elle est exactement pour expliquer un peu, enfin, donner un peu de contexte, c'est exactement comme les revenus. C'est-à-dire, on fait pendant toute une année la somme de ces revenus et à la fin, on doit calculer et on doit déclarer les revenus associés. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais c'est la même logique qu'une logique d'une entreprise. euh, où une entreprise, on va regarder tous les comptes, on va suivre individuellement toutes les opérations. Une entreprise, on va toujours éplucher le compte bancaire, on va enregistrer chacune des dépenses dans différents comptes en suivant individuellement chacune des opérations. Et après, une fois l'exercice fiscal terminé, enfin, l'exercice comptable pour une entreprise, on fait le bilan, on prépare les documents et puis après les liasses fiscales. C'est la même logique. Ok, bon, une question un petit peu plus technique. Donc, si on fait de la plus-value en 2021, donc là, ici, Ouais. au jour de cette vidéo, on est en 2021 et on Mhm. passe pas en fiat. Ouais. Et on fait de la moins-value en 2020, en 2022. Donc, aujourd'hui, on fait de la plus-value. Mhm. En 2022, on fait de la moins-value. On peut convertir en euros en 2023. Mais quelle année prend-on en compte réellement? Seulement Mhm. 2022, 2021 ou la totalité? Alors, ouais, le régime fiscal tel qu'il est, je crois que je sais pas si ça bug de mon côté ou du tien, mais ça bug un petit peu, Non, c'est bon, mais c'est revenu. Ouais. ok, nickel. Le régime fiscal, comment il fonctionne, enfin, il regarde pas tout à fait comme ça. Je vais expliquer comment il a été construit. Il dit, en fait, on suit l'intégralité des transactions des opérations. Donc ça, déjà, je pense que c'est une question importante. Je réponds partiellement à ta question là-dessus. Si on veut vendre, en 2023, par exemple, dans ton exemple, il y a une plus-value qui est générée, on a besoin, le contribuable doit avoir l'intégralité de toutes ces opérations d'achat de crypto-monnaies avec des euros, toutes ces opérations de crypto contre d'autres crypto-monnaies et suivre entièrement toute l'évolution de son portefeuille pour être capable de calculer et déclarer ses plus-values. Donc, pour revenir sur ta question, est-ce que si par exemple, tu disais, on a un montant investi, il y a de la moins-value, il y a de la plus-value, il y a de la moins-value, et après, je revends à une année après, et est-ce que ça prend en compte les évolutions des 2 années? En fait, Hmm. ça va prendre en compte au moment de la cession quelle est la valeur totale de portefeuille. Et donc, c'est comme ça que ça va, on va dire, ça va prendre s'il y a eu ce montant investi, ce montant de plus-value, ça va prendre en fait l'écart entre
le montant investi, le cash-in, toutes les opérations d'achat de crypto-monnaies avec des fiat, donc des euros pour nous essentiellement. Et en fait, ça va faire une distinction lors de la session avec la valeur de portefeuille à ce moment de chacune des sessions. Donc, l'idée, est-ce que ça les prend en compte? Ça ne va pas suivre les transactions et calculer les plus-values lors de chaque transaction, mais ça va être capable au moment de la session on va dire, de comparer par rapport à la somme des montants investis. Je pense aussi peut-être comme de revenir là-dessus sur la particularité du régime fiscal, c'est qu'on regarde toujours l'ensemble du portefeuille. Il y a d'autres régimes dans d'autres pays où on regarde chacune des transactions. Si juste pour faire une petite aparté, mais si on fait un achat d'un Ether et un achat d'un Bitcoin et qu'on cède, on va dire, on cède l'Ether, l'Ether a pris de la valeur, mais le Bitcoin n'en a pas pris ou a baissé. On va, au moment de la cession imposable donc de l'Ether, on va devoir prendre en compte l'intégralité de la valeur du portefeuille, donc de ces Bitcoins, de ces Ethers. Et donc, de façon plus pratique, ça veut dire l'intégralité des données qui sont sur ces plateformes d'échange, sur les comptes de crypto-banques, sur tous les wallets, que ce soit wallet papier ou hardware wallet. Donc, c'est vraiment une logique de vue complète, vue globale de portefeuille. Ouais, donc en fait, c'est vraiment global, c'est-à-dire qu'on va pas prendre année par année, mais en gros, par exemple, on investit 100 euros, ça se transforme en 1000. Alors, Ouais. on investit 100 euros, admettons, en 2021, et on les échange en 2023, et que ça s'est Mhm. transformé, admettons, en 1000 euros. Et ben, on va prendre l'écart entre les 100 et les 1000, peu importe l'année, c'est le cash-in Mhm. moins le cash-out, et c'est à partir de ce moment-là qu'on calcule le montant, si je comprends bien. Et- Exactement. Exactement. Alors, je tiens aussi à préciser ce qu'on n'avait pas parlé au début, mais je parle vraiment que dans le cadre du régime de fiscalité des particuliers qui ont une activité qualifiée d'occasionnelle. Donc, c'est le régime fiscal qui est associé aux particuliers, aux professionnels. Il y a les obligations de déclaration qui sont annuelles et le système de valorisation est différent. Et d'ailleurs, quelle est la... Je t'ai pas posé cette question-là au préalable, mais à Oui. partir de quel moment, je sais que ça peut sembler très flou, mais à partir de quel moment est-on considéré comme un professionnel? Ouais. Alors en fait, là-dessus en France, pour le coup, les critères sont encore pas très clairs. Hmm. En Suisse, tu as des seuils en fonction de chacun des cantons, c'est hyper facile à déterminer. En France, c'est encore relativement flou. Je pense que avant de se dire, tu vois, à partir de quel moment, il y a une réflexion de se dire qu'est-ce que regarde l'administration fiscale, quels sont les critères qui permettent de qualifier l'activité de trading. Hmm. Et les critères en gros, qui semblent être les plus apparents sont, alors évidemment, il y a la fréquence des transactions, les volumes, la quantité, les gains générés. Et un des critères qui peut être pertinent, enfin qui est pertinent, c'est quelle est la part des revenus du foyer fiscal qui est issue des activités de trading en actifs numériques. Hmm. Donc, un exemple, quelqu'un qui, je sais pas, qui est au RSA ou qui a des revenus, on va dire, limités, et qui, par rapport à ses revenus en actifs numériques, qui, eux, sont plus significatifs, eh ben, il est possible que son activité soit, il y a enfin, plus de chances que pour que son activité soit requalifiée, par exemple. Hmm. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de regarder on va dire, ce pourcentage de revenus. Alors après, il y a un certain nombre d'autres critères euh, comme, les moyens utilisés et autres. Je pense que à partir du moment où il y a un doute, ça peut être pertinent pour le coup de s'interroger, alors soit consulter un avocat fiscaliste qui peut orienter, qui peut accompagner, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de rescrits fiscaux qui sont rédigés pour justement demander à l'administration fiscale de se positionner et d'éclaircir un peu mieux les critères qui qualifient l'activité. Et là, c'est plus 30%, c'est quoi? C'est 65, c'est ça, non? Alors, je sais pas si j'ai pas le taux exact. En tout cas, je sais qu'il est bien plus important que Hmm. 30%. Euh, Moi, enfin, j'avais en tête 50, mais pour être très honnête, enfin, je sais pas. Je sais juste ce taux d'imposition est supérieur à celui de 30%. Donc ça veut dire que concrètement, si tu prends l'exemple de quelqu'un qui est au SMIC,
Admettons Mhm. quelqu'un qui est au SMIC et il a investi, disons, 100 euros sur le Bitcoin Mhm. en mars 2020 alors qu'il était à 3000 $. Il a fait x20 depuis. Mhm. Donc ça fait 100 fois 20, ça fait 2000 euros. Ou on peut Mhm. reprendre l'exemple de 1000 euros par exemple, plutôt que Ouais. 100. Donc on prend l'exemple de 1000 euros. Il a investi en mars 2020 sur le Bitcoin. Il est toujours smicard. Mhm. Et aujourd'hui, bah, elle a fait x20, donc en fait ça fait 20 000 euros. Donc Mhm. qu'est-ce que. Et sachant qu'il a pas juste. Il a juste acheté Ouais. et il revend. Il fait pas de trading journalier ou autre. Est-ce que lui Mhm. il peut être considéré, sachant que ces 20 000 euros sont largement supérieurs à ses revenus classiques, Mhm. et 16 000 euros à l'année en moyenne, sachant qu'il va faire un cash out de 20 000 et qu'il gagne 16 000 par an, est-ce qu'il peut être considéré comme un professionnel ou il reste dans la plus-value des particuliers? Ouais. Alors honnêtement, là-dessus, j'ai, enfin, je peux pas savoir. Il y a pas assez en fait de retour d'expérience le régime est encore très nouveau. Il a été mis en place le 1er janvier 2019. Il n'y a pas eu de, on va dire, soit de la juridiction, c'est-à-dire donc des décisions, des décisions juridiques qui permettent de se dire, ok, telle personne avec ces modalités a été qualifiée de cette façon-là, donc on peut grâce à cette décision de justice, être capable de se dire, bon, bah, ok, dans ce cas-là, ce sont les critères. Euh, enfin, s'il y a eu une opération de vente, l'activité trading ne semble pas être professionnelle. Maintenant, vraiment, honnêtement, on va dire, la réponse que je fournirais, serait plus mon idée, et il y a autant de chances que je dise une bêtise que ce que je dis soit vrai, quoi. Donc, pour le coup, je connais pas bien les critères, et ceux-ci, ils sont encore très flous. Euh, et donc, je pense qu'à partir du moment où on commence à avoir des gains, de se dire, bah, les gains que j'ai réalisés sont assez importants, en tout cas plus importants, ou ont une part importante au sein des revenus vraiment de mon foyer fiscal. Hmm. Je pense que une consultation, même brève, avec un avocat, pour le coup, sera beaucoup plus pertinente ouais, qu'essayer de gratter, glaner des informations qui seront soit inexactes et qui en fait peuvent être très coûteuses en cas de contrôle fiscal. Et je pense que de temps en temps, juste une demi-heure avec un avocat peut être, enfin, en tout cas, plus pertinent que glaner des infos. Moi, pour le coup, enfin, j'ai pas d'idée là-dessus sur ce cas qui est quand même un cas un peu assez spécifique, on va dire. C'est-à-dire que toi, Ouais. est-ce que Waltio propose des consultations auprès de fiscalistes comme ça ou il faut passer par un autre fiscaliste? Alors, nous, on propose pas des consultations. Par contre, on met avec grand plaisir en relation avec nos avocats, ou on travaille avec un certain nombre d'avocats. On en a un, donc le cabinet Orwell, et notamment l'enfiscaliste Alexandre Lourimi, donc qui est l'avocat fiscaliste donc associé du cabinet, qui nous a accompagnés dans la création de notre produit. Donc on met avec grand plaisir en relation avec des avocats. En fait, je pense que c'est un point assez particulier. Nous, notre métier, on est éditeur de logiciels fiscaux. Donc, à partir du moment où c'est émettre une recommandation ou un conseil fiscal, on peut pas se permettre de le faire. C'est déjà pour deux raisons. La première, c'est que c'est une profession qui est réglementée, et les avocats fiscalistes ont l'exclusivité de cette profession. Donc, nous, on est entre, enfin, pas simplement, mais on est les lecteurs de la donnée. On va permettre de calculer les plus-values. Maintenant, s'il y a un doute sur la qualification de l'activité, enfin, pour moi, c'est vraiment le plus pertinent, c'est d'aller interroger un avocat fiscaliste, euh, qui, enfin, je pense, une consultation permettra d'éclaircir le sujet. Ok, très bien, c'est très clair. Mm. Et concernant les stablecoins, alors il y a Ouais. beaucoup de questions par rapport à ça. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, on génère de la plus-value en gros à partir du moment, et tu me corriges hein, si je dis une bêtise, de la crypto contre de la monnaie fiat, admettons de Ouais, l'euro exactement. pour nous. Et Ouais. si on convertit, admettons, du Bitcoin contre du stablecoin, que ce soit Mhm. l'USDT, l'USDC ou Mhm. caisse, là, on ne génère pas de plus-value à ce moment-là.
Alors, en effet, il y a de fortes chances qu'on ne génère pas de plus-value. Il y a un très léger doute sur le sujet, mais en effet, le stablecoin en fait devrait être perçu comme un actif numérique, donc une crypto-monnaie, et donc à partir de là, en fait, pour revenir sur le régime fiscal qui a été mis en place donc en 2019, c'est le 1er janvier, c'est en fait, ça neutralise les opérations crypto-crypto. Honnêtement, je fais un petit aparté, mais c'est très particulier. C'est la première fois qu'on a ce régime fiscal dans le monde. C'est échanger une crypto contre une autre n'est pas un fait générateur de l'impôt et donc ce n'est pas une cession imposable, ce n'est pas une opération imposable. Et donc les stablecoins étant seraient perçus comme des crypto-monnaies et donc pas d'opération imposable dans cette situation. Concernant la flat tax, donc on paye Ouais. 30% sur la plus-value. La flat tax, est-ce que les 30%, donc dedans il y a les. C'est quoi? Tu as 12,8 et 17,2, c'est CSG, CRDS et impôt sur le revenu, c'est ça? 12,8 Exactement, en ouais, impôt sur le exactement. revenu et 17,2 en CSG, CRDS, si je dis pas de bêtises. Donc ces 30% là, donc ils sont payés, on les paye par rapport à la plus-value. Donc on met 1000 euros, ça se transforme en 2000, on fait 1000 euros de plus-value. Sur ces 1000 euros, on va payer 300 euros. Est-ce que il y a une taxe supplémentaire par la suite ou tout est inclus? Ou voilà, il n'y a pas de taxe qui se rajoute à cela? Alors, il n'y a pas de taxe complémentaire, donc tout est inclus. En fait, il y a les revenus, là en l'occurrence, c'est pas des revenus du travail, c'est vraiment des revenus du capital. Emmanuel Macron avait mis cette loi en place avant de mettre en place la loi, enfin seulement pour les actifs numériques. Donc le régime qui est assimilé à la flat tax pour les actifs numériques, en effet, à partir du moment où on a payé ces 30%, on a tout payé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre impôt donc associé aux plus-values en crypto-monnaie. Ouais, exactement. Ouais, donc on a payé l'impôt sur le revenu, les cotisations, la CSG, CRDS, tout est, enfin c'est un package chez le PFU Exactement. et qui englobe tout. Ok. Ouais. Donc j'avais une question, c'était donc si pas de conversion en euros, pas de plus-value, mais bon ça, je pense qu'on a la réponse là-dessus. Ouais, exactement. Au sens fiscal du terme, il n'y a pas de plus-value imposable. Exactement. Donc en Alors, fait, euro, juste petite ouais. particulier, euro ou dollar ou n'importe quelle autre monétaire, unité Monnaie monétaire. fiat. Enfin, ouais, fiat, exactement. J'anticipe quand même. Et aussi pas de cession imposable, donc c'est-à-dire l'utilisation d'une crypto pour acheter un bien ou un service réel, donc c'est-à-dire pour payer quelque chose qui n'est pas un actif numérique. Ok, bah justement, on en vient un petit peu aux cartes crypto. Ouais. Il y a des cartes que propose crypto.com, Binance, et je pense que c'est les deux seuls d'ailleurs. Il y a d'autres cartes, il me semble pas. Non, il y a Wirex, Coinbase. Alors Coinbase, je pense pas qu'il soit lancé en France. Nous, on en a vu parmi nos clients, donc je pense qu'on est étrangers. Wirex, et après, il y a d'autres. Après, il y en a d'autres qui vont venir, je pense, par la suite. Donc Ouais. justement, la question c'était quand on paye avec une carte crypto.com, Ouais. admettons on va à Carrefour, Auchan ou autre, donc on est imposé là-dessus, comment ça se passe concrètement? Ouais, exactement. Alors, donc c'est un fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire qu'à partir de là, c'est une cession imposable, donc on a les obligations de calcul de plus-value et donc de déclaration de cette plus-value. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on doit faire? Donc, c'est-à-dire que on achète, on va dire, des cryptos, on fait cette opération, on va devoir, c'est valoriser l'intégralité de son portefeuille, c'est-à-dire récupérer toutes les crypto-monnaies qu'on a en stock dans tous ces différents comptes, ces wallets, et aller chercher la valeur du jour de chacune de ces crypto-monnaies. Comme ça, on va calculer la valeur totale de portefeuille. Sponsorisé par Doliprane, bien sûr. Complètement, exactement, sponsorisé par perte de temps, ouais, exactement. Et puis aussi un peu par Excel. Et oui, oui. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on applique donc la formule de calcul où on va identifier la somme des montants investis, donc les cash-in. Les cash-in, c'est tous les achats de crypto-monnaies avec des devises monétaires d'État.
donc Mhm. l'opération inverse. Je pourrais revenir dans des cas particuliers après, si tu veux. Nous, on a détecté des cas particuliers de cash-in. Mais donc, oui, et donc à partir de là, on a valorisation du total du portefeuille, on identifie les cash-in, on identifie les cash-out, on applique cette formule de calcul de plus-value. Et après, pour chacune, donc la valeur du portefeuille, le prix total d'acquisition brut, on déduit en fait donc ce qu'on appelle les fractions de capital initialement contenues dans le prix total d'acquisition brut, c'est-à-dire qu'on va calculer le prix total d'acquisition net. Grosso modo, on achète, on fait un premier achat, on va réaliser une cession imposable, on va diminuer la part des cash-in donc utilisés pour cette cession des prochains montants de cash-in. Donc c'est la distinction entre le cash-in brut et le prix total d'acquisition brut et net. Donc, on va valeur de portefeuille, prix total d'acquisition brut, prix total d'acquisition net. On détermine le prix de cession. Et à partir de là, on a de mémoire les trois principales données. Donc, s'il y a des frais ou autres, enfin assujettis, mais rarement le cas. Et à partir de là, on détermine, on peut appliquer la formule de calcul et donc calculer la plus-value selon cette loi pour cette opération. Et Ok. une fois qu'on aura chacune de ces opérations, on va faire la somme de l'intégralité des plus et des moins-values sur l'année. Et c'est ça qui va donner, alors d'ailleurs qui est calculé automatiquement dans le formulaire de 1086 lors d'une déclaration, enfin dans l'espace en ligne, enfin sur le site des impôts. Et là, ça va calculer la plus ou moins-value globale sur l'année fiscale. Ok. Et est-ce que, rassure-nous sur un point, Oui, est-ce que Waltio gère ces histoires de cartes? oui. Ouais. Exactement, on les gère et en plus on gère aussi la particularité, c'est qu'on a vu une tendance, et que beaucoup de personnes utilisent ces cartes pour calculer les plus-values mais utilisent des euros. Mhm. C'est-à-dire déposent des euros sur le compte, ont des cryptos en parallèle, mais vont payer directement en euros. Comme ça, en fait, ils Mhm. auront des opérations de cashback qui seront intégrées à leur compte, et ce qui va faire grossir, on va dire, leur portefeuille d'actifs numériques et gagner des cryptos. Ouais. Donc nous, si c'est des euros qui sont payés, c'est pas un fait générateur de l'impôt, donc on va le gérer et automatiquement, on va dire, on va dire, le logiciel est suffisamment intelligent pour détecter que c'est des opérations en euros, pas de fait générateur de l'impôt, donc il n'y a pas de calcul de plus-value. Mhm. On va aussi évidemment détecter les revenus de cashback ou ou type reward qui vont être ajoutés à la valeur totale de portefeuille. Et donc, on va faire grossir comme ça, enfin, faire augmenter ce portefeuille aussi, enfin, ce qui est le cas réellement. Donc oui, oui, on les gère. Petite particularité sur Binance, c'est pas dans l'API, donc il faut télécharger le fichier. Et sur crypto.com, on n'a pas encore d'API, donc il faut aussi télécharger le fichier, mais c'est C'est quoi? C'est un expliqué dans le. CSV? Non? Exactement. Alors, je t'avoue que pour crypto.com, je me souviens plus si c'est un CSV ou un fichier Excel, mais c'est à peu près semblable. En fait, on a un tutoriel qui explique très précisément comment obtenir ce document et, euh, et le déposer sur notre plateforme. Ok, bah, c'est très clair. Donc en fait, vous gérez les cartes, vous gérez le cashback, on y reviendra peut-être après. Ouais. En fait, c'est à valeur zéro, c'est-à-dire que quand on te donne, par exemple, tu dépenses pour 1000 euros, ça te Mhm. fait 2%, admettons, de cashback si tu as une carte Ruby chez Crypto.com, je prends un cas vraiment pratico-pratique, ça te Mhm. génère 20 euros de cashback en CRO, donc la Mhm. crypto de Crypto.com, et en fait, c'est 20 euros en CRO, ça fait comme si on te les donnait, et donc, est-ce que, admettons, tu payes déjà, c'est considéré comme de la plus-value? Ou ça fait comme si toi, tu avais acheté cet actif numérique avec tes euros à toi? Tu Non, vois ce que je veux alors, dire? ça fait déjà la plus-value. Alors, je suis pas sûr. Je vais répondre et tu me dis si j'ai pas répondu Mais si tu correctement. veux, je reformule. En gros, Ok. on te donne 2% en cashback en CRO. Ouais. Est-ce qu'on part de ce coût-là, c'est-à-dire de la plus-value, ou dès lors que c'est à 20 euros, eh ben, tu vas payer 30% de ces 20 euros-là? Mhm. Alors, la perception de ce cashback,
on ne le voit pas comme un fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer de l'impôt, la plus-value à la réception de cet argent. Donc, dans ce Donc c'est cas-là, tout ce qu'on gagne au-dessus grâce à cette crypto. Si la crypto prend de la valeur, c'est à la valorisation de cette crypto-là que ça va générer de l'impôt. C'est la alors, plus-value que tu auras sur ce cashback-là. Si, il y a... admettons, tu as 20 euros en CRO et ça se Mhm, transforme en 40, tu fais mhm. de la plus-value, donc tu déclareras les 20 euros en plus. Non, dans ce cas-là, Non? la plus-value sera sur les 40. En fait, il y a la première question, c'est est-ce que le moment de la perception de ce revenu, au moment d'arriver, est-ce que c'est un fait générateur de l'impôt? Si on dit que c'est un revenu qui est réalisé, il y a un impôt dessus. Donc, dans ce cas-là, le premier schéma pourrait être de se dire on paye l'impôt sur les 20 donc sur ces 20. Et après, on va dire l'impôt complémentaire, si celui-ci gagne, on a une plus-value, on va dire seulement qui va, si ça va de 20 à 40, sur le montant de 20 à 40. Donc deux impôts différents et sur chacune, on va dire, des tranches. Là, en Mais l'occurrence, là, nous, c'est c'est un pas cashback. Ouais. exactement. Mais nous, c'est pas ce qu'on prend, et ça, ce sera pour, on va dire, ça peut être pour d'autres opérations. Et donc, mais c'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va l'intégrer à la valeur de portefeuille à zéro. Et on va dire, au moment de la revente, tu paieras 30% sur ces 20. C'est-à-dire que l'impôt, alors évidemment, ça va aussi dépendre du montant, mais si derrière ça retombe à zéro, ben, il n'y aura jamais d'impôt dessus. Parce qu'en fait, tu n'auras pas bénéficié. Donc, on va décaler dans le temps le fait générateur de l'impôt. Mais l'impôt sera sur lors de la revente. On va le faire rentrer à un prix total d'acquisition, donc un montant de cash-in de zéro. Mais en fonction de sa plus-value, l'impôt sera sur, on va dire, la valeur totale lorsqu'il sera revendu. Ok, donc en fait, quand tu le reçois, tu payes rien. Par contre, à Ouais, la revente, tu vas payer 30% sur cette somme-là. exactement, tout à fait. Ok, ok, c'est très clair. Donc ça, c'était concernant les cartes. Ouais. Je prends un cas pratique qui m'est arrivé parce que j'offre des clés Ledger à mes abonnés. Mhm. Et je suis allé sur le site Ledger et je pouvais payer avec CryptoPay. Ouais. Donc avec CryptoPay, on peut payer directement en CRO. Je me rappelle plus c'était combien le montant. Mais Mhm. bref, j'ai payé en crypto, il n'y a pas eu de conversion en euros. Mhm. Donc, est-ce que je dois payer des impôts sur la plus-value par rapport à ces CRO que j'ai dépensés, que j'ai donné à la plateforme, ou non? Sachant qu'il n'y a pas eu de Alors, conversion crypto-euro. oui, alors, en fait, si tu veux, alors pour expliquer l'état, donc oui, la réponse à ta question, c'est oui, je dois payer des impôts, même s'il n'y a Mhm. pas eu de conversion crypto-euro. Le fait que tu as utilisé ces crypto-monnaies pour acheter un bien ou un service qui t'est autre qu'une crypto-monnaie, il y a cette obligation, évidemment, voilà, aussi petit aparté, mais que pour, là, ma réflexion, elle est seulement pour les contribuables français, hein, les résidents fiscaux français, mais de déclarer en tant que résident fiscal français ce gain, c'est un fait générateur de l'impôt. Et on a l'obligation de calculer et de déclarer la plus-value qui est associée. En effet, c'est un point qui est pertinent. Je pense qu'aux États-Unis, c'est légèrement différent, mais nous, on a une nuance qui est que si ces cryptos, qu'il y ait conversion ou pas, elles soient utilisées. Si ces cryptos sont utilisés pour obtenir quelque chose d'autre qu'une crypto, à partir de là, il y a un impôt. Donc, si on envoie quelqu'un qui demain envoie un Bitcoin pour s'acheter une Tesla, euh, il devra calculer donc le détail de ce qu'on se disait, la valeur totale de portefeuille, les cash-in, le prix total d'acquisition brut et net, le prix de cession, appliquer cette formule de calcul et donc calculer l'intégralité des gains imposables qui y sont associés. Ok, et du coup, il y a une question qui me vient en tête. C'est Hmm. que là, on parle d'achat de biens et services, mais si admettons, moi, j'ai envie de te donner un Bitcoin là aujourd'hui, donc je Ouais. fais de mon wallet à ton wallet, c'est Mhm. pareil, comment ça se passe? Alors déjà, tu peux le faire, mais Je te l'envoie tout de non. suite, c'est Et cadeau. non, alors comment ça se passe? Donc déjà, alors c'est un autre régime texte de loi qui est celui qui est associé à la fiscalité des dons Mhm. et des donations. Ok. Euh, donc
La fiscalité des donations, c'est un autre régime fiscal et je pense que pareil, dans le cas on va dire de donation de montants significatifs, que ce soit à un proche ou autre, c'est intéressant plutôt d'aller voir un avocat fiscaliste parce que ça reste quand même des cas, enfin, c'est plus un sujet de crypto-monnaie, parce que là, on parle vraiment du calcul de la plus-value. Là, c'est plus un sujet patrimonial, on va dire. Enfin, de patrimoine. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Si toi, tu me fais une donation, tu vas pouvoir déduire de la valeur de ton portefeuille cette donation, parce que l'argent va sortir, mais ça va pas être une opération imposable. Donc, euh, d'une certaine façon, c'est enfin, en tout cas, un moyen de, si après, on va dire, je sais pas, tu as gagné, aujourd'hui, on va dire, on imagine, aujourd'hui, tu as 2 bitcoins, tu as beaucoup gagné parce que tu les as achetés il y a très longtemps à quasiment 100 euros ou trois fois un montant très faible. Eh ben, tu peux dire, j'en donne un et l'autre, je vais le revendre, mais comme ça, je vais payer quand même beaucoup moins de plus-value. Et l'autre, je le donne à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une façon, d'une certaine façon, d'échapper à l'impôt, mais en tout cas, l'impôt de calcul de plus-value en actifs numériques. Par contre, si des montants sont, la fiscalité des dons est assez particulière, donc il y a des seuils d'exonération. Si c'est un proche ou un membre de la famille, il y a des exonérations qui sont beaucoup plus importantes. Si c'est une autre personne ou quelqu'un d'autre en dehors de ce schéma, il y a des impositions qui sont associées à la donation. J'ai plus les taux et les modalités, moi, en tête, mais en tout cas, nous, dans notre logiciel, ce qu'on va faire, donc on va pas préparer dans le cadre de la donation. Par contre, on va déduire, on va avoir en fait la possibilité, on va dire à nos clients, nous, on alerte sur, attention, là, on a vu qu'il y a de l'argent qui était sorti de vos portefeuilles. Nous, on ne sait pas où elle est allée. Dites-nous. Et donc, en fait, dans ce cas-là, on va alerter nos clients sur cette transaction, revoyer cette transaction et associer un label. C'est-à-dire, et là, vous pouvez dire, cette transaction de ce retrait, parce que vous avez en fait envoyé de l'argent vers un autre compte, ça va être, si ça a été un paiement, nous, directement, on va calculer les plus-values. Si c'est une donation, on va simplement la déduire de la valeur de portefeuille. Ok. Et justement, c'était une question au niveau des donations, on peut approfondir tant qu'on y est. Oui. Si, admettons, oui, tu voulais dire quelque chose? Non, juste pour terminer, parce que je voulais finir l'autre côté avant, c'était moi, par contre, et ça c'est très intéressant, si je reçois cette donation, je peux enregistrer cette donation pour faire augmenter mon prix total d'acquisition, mes cash-in, en tant que montant investi, comme si j'avais acheté des cryptos avec des euros. Et ça, c'est intéressant parce que si par exemple, tu reçois cette donation, on va dire donc un bitcoin 50 000 euros pour faire simple, et je la revends dans 2 ans à 50 000 euros, je n'aurai pas de plus-value en actifs numériques à déclarer, à calculer en tout cas. Enfin, si à calculer, mais j'aurais pas de plus-value à payer. Si on avait un lien de parenté. Mais là, sachant qu'on n'a pas de liens familiaux, même si on a les cheveux bruns tous les deux, on n'est pas du tout frères ou quoi que ce soit. Mais si, admettons, moi je t'envoie, donc c'est-à-dire que si je t'envoie là un bitcoin à 50 000 euros, toi, si tu le revends dans 2 ans et il vaut toujours 50 000 euros, tu ne payeras rien dessus? Alors, ce que je veux dire, c'est que dans le cadre du régime des plus-values en actifs numériques, j'ai le droit de faire augmenter le prix total d'acquisition. Donc, je ne paye pas de plus-value associée en actifs numériques si je le revends au même prix auquel j'ai touché ce bitcoin. D'accord? Au moment où tu me l'as donné, il valait 50 euros. Je le revends 2 ans après, ou 50 000, pardon, à ce même prix. Il n'y a pas de plus-value qui est générée. Et donc, dans le cadre du régime fiscal des plus-values en actifs numériques, dans le cadre de la donation, je t'avoue que je peux creuser. Faudrait voir par rapport à la donation, parce que ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. Moi, je m'y connais plus sur sur les donations d'un parent, d'un grand-parent, d'un enfant. Je crois que l'abattement, c'est 110 000 euros ou 100 000 euros. Un abattement de 100 000 ou 110 000 euros, je ne me rappelle plus s'il y avait le 10 000 euros dedans, mais tous les 15 ans. C'est-à-dire qu'admettons, moi j'ai mon fils qui a 18 ans, il n'a pas du tout 18 ans, mais bon bref, il a 18 ans, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail par rapport aux mineurs ou aux majeurs, faisons simple.
Mhm. Moi, j'ai mon fils qui a 18 ans, je vais lui donner un bitcoin. Donc là, un bitcoin vaut 50 000 euros. On est dans Mhm. l'abattement des 100 000 euros tous les 15 ans. Et Mhm. ben lui, en gros, sa valeur, elle est à zéro. Ça veut dire que il va pas payer d'impôt. Moi, je vais pas payer d'impôt dessus parce qu'il sera resté en crypto actif, Mhm. en actif numérique. Lui va pas non plus payer d'impôt sur le cashing qu'il va avoir, donc mes 50 000 euros. Et Mhm. il paiera de la plus-value simplement si le Bitcoin prend de la valeur par la suite. C'est ça, hein. Exactement. Exactement. Donc c'est-à-dire que ça peut être une sorte de niche, de faire un don et de profiter de l'abattement des 100 000 ou 110 000 euros tous les 15 ans et faire un don à quelqu'un et qui lui, en fait, c'est comme si c'était tout bénef. Alors, ouais, juste pour un peu cadrer l'association à niche, c'est si en effet il y a un lien de parenté, euh, Mhm. Bien sûr. et si, en gros, là dans ce cas-là, on va dire que on neutralise dans le cadre des plus-values en actifs numériques, donc en fait c'est les droits c'est de la fiscalité de la donation, c'est les droits de donation. Euh, mais en effet, dans ce cas-là, il y a quelque chose d'intéressant à jouer qui permet, en effet, ouais. Et après, alors, juste pour y revenir, je sais qu'il y a un taux donc, de droit de mutation qui est de 60%. Euh, Ce que je te propose, c'est que je peux en reparler avec notre avocat et que je t'envoie après un petit texte et que tu pourras rajouter en commentaire dans la Ouais, ça vidéo marche. en pied de message. Ok, ça marche. Ça, c'était par rapport à la donation. Après, des cas un Mhm. petit peu particuliers, quid de MetaMask, par exemple, c'est considéré comme un portefeuille, comme une plateforme d'échange. Donc MetaMask, est-ce qu'on doit le déclarer en Mhm. tant que compte à l'étranger? Ouais. Alors, donc la réponse c'est non. On ne doit pas déclarer un wallet comme compte d'actifs détenu à l'étranger. Parce que Mhm. c'est non custodial. Il y a pas d'identification. C'est pas un compte enfin, en fait, l'idée c'est informer l'administration fiscale quand vos avoirs sont stockés sur des plateformes qui répondent à des juridictions qui ne sont pas celles françaises. Donc derrière, bah, pour l'administration fiscale, il est plus difficile d'avoir les informations. Et en l'occurrence, donc c'est vraiment les plateformes d'échange centralisées et tout ce qui va être wallet ne sera pas à déclarer parmi les comptes d'actifs détenus à l'étranger. Je fais juste une toute petite précision parce que de temps en temps, il y a quand même quelque chose qui est, enfin, mal interprété. C'est que évidemment, donc par exemple, un Ledger ou un MetaMask ne devra pas y déclarer, tu l'as très bien précisé, parmi les comptes détenus à l'étranger. Par contre, il est essentiel d'avoir ces informations pour calculer ses plus-values. Mhm. Je vois Euh, très bien. ouais, Donc tout ce qui est MetaMask, non. Ledger, non. Pour résumer, hein. ouais, Trust bien sûr. Wallet, non plus. Mhm. Maillard, je ne sais pas si tu connais l'application Maillard. Ouais, A bien sûr. Ouais. priori, non plus. Et on ne doit pas peut-être le déclarer en tant que compte à l'étranger, mais par contre, il compte dans la plus-value. Alors, pardon, j'ai pas entendu quel compte et Celsius, c'est une plateforme de ouais. stacking. Je sais pas si tu Alors, connais ouais, l'application ouais, ouais, si, Celsius. si, je connais, nous, on les supporte, on travaille avec, Ok. enfin, on les supporte. Les, si, en fait, pour faire plus simple, s'il y a un processus d'identification et vous pouvez laisser de KYC en l'argent, fait. ouais, un KYC, et Hmm, laisser de l'argent sur le compte, dans ce cas-là, il faut mieux le déclarer. hmm. Si c'est comme, je sais pas, Uniswap, c'est pas un compte où vous pouvez, il essaie de l'argent et donc dans ce cas-là, il ne sera pas déclaré. J'avais dit, est-ce que tu avais une liste? Peut-être pas forcément une liste des Si, plateformes à déclarer. Si, t'en as une? si. En gros, alors nous, ce qu'on fait, c'est que pour alors on n'a pas la liste exhaustive. C'est parmi les plateformes d'échange qu'on supporte, on fournit gratuitement gratuitement, enfin c'est inclus dans l'offre, dans notre offre, les informations pour les déclarer, pour déclarer le formulaire 3916 Donc bis. c'est Après, pré-rempli avec les adresses dedans. exactement ce que Ouais. mettre sur les intitulés de compte, toutes les informations, ce qu'il faut mettre.
et il y a juste à cliquer sur la plateforme et donc nous on donne toutes les informations associées. Alors par contre non, ouais, pour ta question, j'ai pas la liste de toutes les plateformes d'échange détenues à l'étranger. Il y en a beaucoup trop, mais je pense que l'idée c'est si on se dit est-ce que c'est custodial ou non, si c'est le cas, faut mieux la déclarer. Ok. Et là, ma prochaine question, je pense que j'ai Ouais, déjà la réponse, mais c'était est-ce que vous gérez toutes les plateformes? Vous en gérez déjà pas mal, et on le voit sur votre ouais, site internet. ouais. Toutes les autres que, en gros, vous gérez pas en tant que API, c'est-à-dire que les données sont transmises Mm. automatiquement, on le fait manuellement. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais, alors je vais préciser, donc il y a des plateformes où on a donc une synchronisation API, donc on peut récupérer les données de façon continue, et ça c'est surtout pour les plus grosses plateformes. Après, pour répondre au maximum aux demandes de nos clients, il y a un certain nombre de plateformes où on a juste mis en place les téléchargements de fichiers CSV. Donc nos clients vont télécharger l'historique de leurs transactions dépôt-retrait et les ajouter au porte, enfin, sur Waltio. Et ça, c'est le point. Et donc, à partir de là, on récupère toutes ces informations. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi évidemment des plateformes, on va dire, exotiques ou d'autres plateformes qu'on ne supporte pas. On ne peut pas toutes les avoir. Et puis, il y en a des centaines et beaucoup étrangères. Je crois qu'on supporte 40 ou 45 plateformes. Et celles qu'on ne supporte pas, il y a deux options. Donc, soit la personne peut rentrer manuellement il ou elle a quelques opérations. Donc, il y a une fonctionnalité pour ajouter des transactions. Et on explique comment l'ajouter. Pareil, on a un petit tutoriel qui explique vraiment comment ajouter des transactions. Donc, si quelqu'un a acheté des crypto-monnaies, c'est important de la prendre en compte. Premier point. Et deuxième point, en fait, on a créé un format de fichier standard, ce qui fait qu'en fait, nos clients récupèrent leur historique de transactions, dépôt et retrait sur une plateforme non supportée. Et en fait, derrière, peuvent ajuster dans un fichier que nous, on a créé, ce qu'on appelle le format Waltio, et copier-coller les informations, donc les colonnes. Et derrière, comme ça, peuvent rajouter 50, 100 ou même plus transactions d'un coup. Et nous, on va les lire et on peut les intégrer, on va dire, massivement pour les Hmm. plateformes qu'on ne supporte pas. J'ai raté une question. Ouais, non, pas de C'était souci, vas-y. par rapport au stacking. Ouais. Le stacking, donc il y a une imposition dessus, je présume. Alors, pareil, stacking, c'est un sujet qui est très. Déjà, pour donner un petit peu d'infos, c'est un sujet qui est nouveau. En tout cas, nouveau dans le sens par rapport le cadre fiscal, quand il a été rédigé, celui qui est applicable aujourd'hui, il a été pensé courant 2018 et mis en place le 1er janvier 2019. Donc, à l'époque, le stacking était, enfin, c'était pas du tout autant développé et donc absolument pas, on va dire, une priorité au niveau réglementaire. Donc aujourd'hui, honnêtement, flou juridique total sur le sujet, pas de précision. Donc, comment est-ce qu'on enregistre des revenus de stacking? le, on va dire, la réponse d'un juriste, et je pense on va dire la pureté juridique serait de chaque revenu de stacking, faire une déclaration au titre des BNC, donc pas le régime fiscal auquel on présentait, dont on discute, dont le régime fiscal donc des plus-values en actifs numériques au sens activité occasionnelle, flat tax. Mais vraiment, là, c'est au moment où on perçoit ce revenu, une déclaration BNC. Et après, donc, par exemple, on reçoit, on va dire, 20, pour reprendre un peu l'exemple tout à l'heure avec les crocs, on reçoit 20, on paye, on calcule l'impôt sur ces 20. Et après, si ces 20 viennent à réaugmenter, là-dessus, on va calculer et il y aura de l'impôt sur cette plus-value en actifs associée à partir de cette base calculée, enfin déjà déclarée. S'il y a une moins-value, on enregistrera la cession en moins-value parmi les autres. Donc, ça, ce serait, je pense, la façon juridique de le faire pour être la plus, on va dire, la plus propre au sens actuel interprétation du texte de loi. Maintenant, ça voudrait dire que chaque contribuable à chaque opération doit avoir une déclaration BNC, doit avoir en plus son calcul de plus-value en actifs numériques qui est déjà relativement complexe. Honnêtement, je trouve que c'est des modalités déclaratives qui sont un niveau de complexité et d'exigence administrative qui sont extrêmement élevés et on pense que c'est surtout des modalités qui sont tout simplement pas adaptées
en tout cas au scénario. Donc, nous, notre position, c'est on va les prendre en compte, on va les ajouter à la valeur de portefeuille à 0. C'est-à-dire que comme ça, au moment de la revente, on paiera, on va évidemment donc à nouveau décaler dans le temps le fait générateur de l'impôt, on va les intégrer à 0 en prix total d'acquisition, et donc comme ça, on paiera l'impôt, entre guillemets, tout l'impôt d'un coup dessus, et ce sera payé dans le cadre des plus-values en actifs numériques. Okay. Je ne sais pas si c'était très clair, mais moi okay. J'ai compris, je sais pas pour les autres, mais okay. je peux pas leur poser la question, mais moi j'ai compris, c'était très clair. Okay. En fait, on devrait passer en BNC, même ça se trouve, je me disais peut-être même avoir un statut type micro-entreprise, parce que BNC, tu peux pas déclarer en BNC comme ça sans avoir de statut, je crois, non? Parce que c'est les bénéfices non commerciaux. Oui, bien sûr. Je pense pas que tu aies besoin d'avoir. Il n'y a pas besoin d'avoir une entreprise enregistrée. Okay. C'est une bonne question là sur l'enregistrement fiscal pour les BNC. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Après, une fois de plus, je mets de la réserve là-dessus. Enfin, là-dessus, je mets une réserve. Je ne suis pas certain. En tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir une entreprise enregistrée. Le PNC, oui, maintenant, honnêtement, le stacking, ça vient à se populariser et là, je m'écarte un peu de la partie purement fiscale, mais c'est plus une réflexion. Le stacking, ça vient à être démocratisé, mais massivement. À terme, on aura énormément de revenus et tout le monde aura des revenus, je pense, de stacking, exactement comme n'importe quel intérêt en crypto-monnaie ou n'importe quel, on va dire, revenu complémentaire. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Demander à des dizaines, des centaines de milliers de contribuables français de déclarer des BNC, parce que BNC, c'est quand même une activité de professionnel. Désolé, des stacking, tu envoies de l'argent, il n'y a aucune action, c'est absolument pas réservé à des professionnels. C'est pas du tout une activité de professionnel. C'est quelqu'un qui est proactif dans la gestion de son patrimoine. Ça n'a rien de professionnel. Donc, tout à fait. Bon, donc en fait, en gros, il y a un flou sur le stacking, mais vous proposez en gros de l'intégrer dans les actifs numériques classiques. Et dans ce cas-là, déjà respecter en quelque sorte la loi, même si elle est floue. Et donc en gros, c'est intégré directement aux actifs numériques et au portefeuille, exactement. Ça se rajoute au portefeuille global. Exactement, c'est exactement ça. Et au moment de la vente, il y a une session. Donc, d'un point de vue montant de payer, c'est tout à fait propre, c'est complètement viable. C'est complètement viable. Et c'est l'approche qu'on fait plutôt que de générer des fiches de BNC à tout va pour toute personne qui aurait du stacking. Et concernant les airdrops, comment ça se passe? Alors, le airdrop, déjà, c'est intéressant, c'est différent. De façon, donc on va dire, je sais pas, par exemple, le airdrop des unis, c'est quelque chose qui est de façon générale exceptionnel. C'est quelque chose qui est imprévu. Et donc là, il n'y a aucune faculté vraiment zéro, de le voir comme une activité professionnelle. Oui, parce qu'en fait, tu ne décides pas, c'est eux qui te l'envoient directement. Ouais, complètement. Comme les airdrops des flares avec le XRP, on a eu l'équivalent, tu avais, je sais pas, 28 millions d'XRP, tu avais 28 millions de flares, et que tu le veuilles ou non, tu les reçois. Donc ça se rajoute à ton portefeuille. Ouais. Ou comme on va dire une sorte lors d'un fork aussi. Lors d'un fork, ça arrive comme ça et c'est pour rien. Donc, pareil, la logique, c'est celle qu'on suit est la même, en tout cas, c'est-à-dire que nous, on va donc, si c'est des airdrops connus, nous-mêmes, on va le prendre en compte, on va labelliser ce dépôt, on va l'enregistrer, on va l'ajouter à la valeur de portefeuille, donc 0 en prix total d'acquisition, en montant investi, en cash-in, et donc après, lors de la cession de soit ce airdrop, de ce airdrop, c'est là qu'on aura le fait générateur de l'impôt. Donc on l'enregistre. Ouais, quand tu dis c'est à 0 en termes d'actifs, en termes de cash-in, c'est-à-dire que par exemple, c'est comme l'histoire du CRO, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne génère pas de l'impôt à la réception, mais à la revente, ça fait comme si tu partais de 0. Exactement, c'est exactement ça. Parce que, donc, on va dire, t'en reçois 100 et tu revends 200.
ton impôt, ce sera, alors s'il n'y a pas d'autres, enfin si c'est au-dessus de Oui, 305 euros, c'est s'il n'y a pas d'autres taxable. valeurs de portefeuille et s'il n'y a que ça, l'impôt, ce Mm. sera 30% sur les 200, donc 60 Mhm. euros Ok, c'est à très clair. payer. Voilà. Alors que si, en fait, juste pour revenir, si quelqu'un avait acheté 100 euros, pour s'assurer que ce soit clair pour tout le monde, Mhm. ces 100 euros, ils avaient été achetés, on va dire, bah, la plus-value, elle est de 200 moins 100. S'il n'y a pas d'autres, pareil, s'il n'y a pas d'autres coins en portefeuille, s'il n'y a pas eu d'autres opérations Mhm. imposables gérées avant. Mais la valeur, c'est 200 moins 100, il y a 100 euros de plus-value. Et Mhm. donc là, les 30% seraient de 30 euros, Mhm. seulement Ok, sur les 100 euros. c'est Ouais. très clair, c'est limpide. Et Ok, c'est bah écoute, très tant mieux. intéressant. Je pense qu'on va éclaircir pas mal de doutes. Ouais. Mais c'était à chaque fois qu'on parlait. Enfin, pour moi, c'était clair, mais je voulais juste éclaircir que valeur zéro, voilà, en fait, à l'acquisition, il se passe rien, mais par contre, à la revente, il y a les Mm. 30% qui s'appliquent à la totalité. Exactement, Euh, ouais. En effet, c'est complexe et c'est très spécifique, ouais, quoi. c'est, Donc, tant mieux si ça, c'est clair. non, pour moi, c'est ultra clair. Concernant les bonus de parrainage, on en parlait un petit peu en off, c'est Ouais. pareil. C'est-à-dire, bah, une fois de plus, les bonus de parrainage, pour le coup, là, on peut en avoir une activité qui est professionnelle. C'est le Mhm. cas, je pense, de très peu de personnes qui ont des bonus de parrainage. Si c'est une activité professionnelle, là, il y a c'est-à-dire quelqu'un en génère un revenu considérable. Là, en effet, c'est une déclaration en tant que professionnel. Par contre, si c'est de façon occasionnel, exceptionnel. Dans ce cas-là, c'est ça, exactement cette même logique d'ajout, ce qu'on nous on appelle ajouter à la valeur de portefeuille à zéro, enfin ajouter au portefeuille Hmm. avec zéro Après, en caching. Hmm. après, je rebondis sur. On en parlait des airdrops. En gros, on n'a pas le choix. Mais en Ouais, gros, les bonus de parrainage non plus, on n'a pas trop le choix. bah c'est toi quand même souvent qui a donné le lien. Enfin là pour le coup, en fait, Oui, tu mais donnes le lien, donc l'idée, en gros, tu donnes le bâton pour te faire battre. Et, ouais, enfin de faire battre, et tu- gagner de l'argent. oui, Mais ouais, ouais, oui. ouais. Je pense que là, pour le coup, c'est de l'appréciation. Ça va être la fréquence, le nombre. En effet, il y a des chances que si ces bonus soient significatifs, ce soit vu comme une activité professionnelle. Après, même s'il y en a plein et que c'est des montants vraiment dérisoires, enfin, je pense que c'est vraiment de l'appréciation par rapport à ton portefeuille complet, la situation fiscale Hmm. enfin patrimoniale du foyer fiscal. Complète on peut réellement le déterminer. Ok. Donc on a Ouais, répondu à la question finalement. Oui, en fait, si c'est occasionnel, ça se rajoute à ton portefeuille global. Si c'est exactement. récurrent, ça peut être considéré comme une activité professionnelle. Exactement. Exactement, Ok. tout à fait. Concernant, on a parlé de la donation. Concernant les Mhm. services que propose Waltio, Ouais, pour parler vraiment de tes services, donc en fait, ouais, en gros, il y a trois formules chez Waltio. Il y a une formule gratuite, une ouais. formule, je crois, à 59 euros et une autre formule à 159 euros de mémoire. Est-ce que tu peux Ah, nous. ouais, Si je me trompe, tu me ouais, reprends, bien hein. sûr. Mais que proposez-vous? Donc déjà, vous proposez, je pense, déjà d'enlever un gros mal de crâne. Mhm. Ça, déjà, je pense que c'est une bonne chose. Quelles sont les différences les différents services que vous proposez? Ouais. Alors, pour présenter les formules, en fait, nous, notre métier, c'est d'aider les gens à calculer et déclarer leurs impôts et le faire le plus rapidement, le plus facilement possible. Donc, en effet, ouais, le mal de crâne, je pense aussi un peu de sommeil parce que et de temps gagné, mais ce que ça permet. Maintenant, plus concrètement, les différentes formules. Alors, la formule à 0 euros, honnêtement, elle est, enfin, en l'état, on pourrait peut-être nous la faire évoluer, mais elle sert à rien. Et dans le sens que elle va permettre plutôt de voir que notre produit fonctionne, récupère les données. On peut être capable de labelliser directement ces transactions, mais elle permet pas d'estimer le montant imposable. Elle permet pas de le connaître. Elle permet pas d'avoir des rapports fiscaux. Elle permet pas d'avoir les informations sur la déclaration des comptes à l'étranger. Donc la formule, on va dire gratuite, elle permet juste de récupérer et d'agréger ces données. Mhm. Je pense qu'à terme d'ailleurs, on devrait mettre en place un système de téléchargement de ces données qui est gratuit. Mais
Mais pour être assez franc, elle permet pas grand-chose. Par contre, elle permet au moins dès le début de s'initier avec le produit et de suivre. On a accès à un certain nombre de tutoriels en ligne qui permettent de mieux comprendre la fiscalité, qui permettent de récupérer, savoir comment récupérer les informations de son portefeuille. Voilà ce qu'elle permet. Après, il y a en fait, en fonction du nombre de transactions, plusieurs grilles de prix. Qui évolue, qui monte jusqu'à 799 pour des particuliers euros par an, et qui, en effet, avec des offres à 55 euros par an, à 159, 249 et jusqu'à 799. Là, c'est la formule qui va simplement de calcul de plus-value pour un particulier. Après, on accompagne aussi des professionnels. Donc, on a une offre comptable. Il y a des offres aussi, on fait souvent beaucoup des personnes qui nous disent, écoutez, je ne veux pas m'embêter à refaire ce fichier. Est-ce que vous pouvez m'accompagner davantage sur ces sujets? Est-ce que vous pouvez gérer moi-même mon compte pour moi? C'est-à-dire vous-même rentrer dans le détail de tous les calculs de plus-value, enfin vous en occupez parce que moi je veux pas le faire. Et donc là il y a beaucoup d'accompagnement, enfin de l'accompagnement personnalisé. Voilà comment fonctionne donc on a en synthèse une gamme qui est très particulier, automatisée, et donc les personnes peuvent le faire eux-mêmes. Donc plus accessible par rapport à ce qu'on propose, et un produit professionnel où on peut faire du BIC. On fait aussi de la comptabilité pour des sociétés, notamment des sociétés de trading. Donc voilà les deux gammes. Alors nous, ce qu'on propose, ça va être d'aider à récupérer toutes les informations de son portefeuille. Deux, c'est d'accompagner dans le calcul de plus-value. Et troisièmement, on va en fait fournir, on va dire, 4 principaux documents. Le premier, ça va être, on va faire un certificat fiscal. C'est une lettre qui a été, pour être rédigée avec nos avocats, qui permet en fait d'attester du travail réalisé. Et ça, si tu veux, c'est un document qui montre que déjà, c'est un cadre fiscal qui est récent, qui permet de justifier la bonne foi du contribuable. À partir, quand même, un contribuable qui va voir un professionnel, que ce soit un professionnel du droit ou du chiffre, un éditeur de logiciel, il fait déjà la démarche de vouloir être conforme avec la réglementation fiscale. Donc, premièrement, on atteste des travaux réalisés. Deuxième point, on va c'est ça, c'est la lettre. Deuxième point, on va donner les informations de l'annexe, qui est le document le plus complexe, donc l'annexe de déclaration de plus-value, qui est le formulaire 2086. Donc, on va fournir tous les chiffres de cette déclaration. Et alors, il n'y aura plus que soit les recopier, alors recopier à la main, mais il y a vraiment très, très, très peu de personnes qui font des déclarations à la main maintenant papier, ou directement les retaper dans l'espace en ligne. J'avoue que un de mes rêves, ce serait que nous, on puisse directement envoyer les documents qu'on produit avec l'administration fiscale. Donc, il n'y aurait plus qu'à appuyer à un bouton et c'est directement envoyé à l'administration fiscale, et il n'y a pas à recopier ces chiffres. Donc ça, c'est le deuxième point, l'annexe de déclaration de plus-value, formulaire 2086, qui est honnêtement le document principal en termes de côté chronophage et fastidieux à produire dans les obligations déclaratives d'un particulier. Le troisième document qu'on va produire, c'est une fiche de stock. Alors, pour un particulier qui a que quelques comptes ou un seul compte et quelques opérations, ça n'a pas grande valeur. Quelqu'un qui a des crypto-monnaies depuis plusieurs années, qui a utilisé plusieurs plateformes, ça va lui permettre de suivre par crypto-monnaie l'évolution de son prix d'achat, de son portefeuille et tous ces mouvements. Donc, quelqu'un qui a 2, 3, 4, même plus de comptes, ça va être très intéressant pour suivre l'intégralité de son portefeuille, s'assurer que ses calculs sont corrects, s'assurer qu'il arrive à bien suivre. Correctement, il a bien le montant de calcul est correct et qu'il a bien pris en compte tous ses comptes, toutes ses opérations. Ça, c'est le troisième document. Et enfin, on a préparé un quatrième document. Là, pour le coup, je pense qu'on est vraiment les seuls dans le monde à avoir pensé ce genre de truc. Et c'est un peu particulier, mais on s'est dit, OK, les personnes qui vont décalculer et déclarer leur plus-value avec nous, ils vont passer du temps. Ils vont récupérer leurs infos, après ils vont calculer. À partir du moment où on fait tout proprement et on passe ce temps de travail, autant en profiter
pour déjà anticiper s'il y a des complications par la suite et peut déjà produire ces documents. Donc, on a produit un document qu'on appelle, nous, un grand livre, qui est en fait la synthèse de toutes les opérations de crypto-monnaie, avec à chaque fois le détail du calcul de plus-value. Et ce grand livre, en fait, permet, en cas de contrôle fiscal, de justifier les montants qui sont déclarés. Donc, ça évite en fait un peu de paniquer ou s'il y a un contrôle fiscal, il y a juste à se transmettre ce document, car en fait, il va montrer l'intégralité du portefeuille, l'intégralité des calculs réalisés, et en fait, on fournit en fait le détail des calculs déclarés. Donc voilà les 4 principaux documents, et en plus de ça, on fournit les différentes données ou informations, comment remplir les formulaires 3916. Donc l'autre obligation fiscale qui est celle de déclaration des comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger. C'était un peu long comme réponse, mais je me suis permis de détailler aussi pour. Okay. Non, c'est très clair. On a bien compris que en fait vous proposiez des formules selon le nombre de transactions pour vraiment schématiser le truc. Ouais, justement, exactement. On en parlait un petit peu en off. Est-ce que c'était possible d'avoir un code promo qui soit lié aux personnes qui sont sur la chaîne? Tu Tout à fait, ouais. Positivement. Est-ce que tu as déjà le code promo ou pas encore? Ou je le mettrai en description? Non, on le mettra en description. Je l'ai pas créé. On se mettra d'accord sur le nom et du code et on le mettra, ouais. Et pour finir un peu, quels sont un petit peu des conseils que tu pourrais donner aux personnes qui sont dans la crypto-monnaie et qui veulent pas, en gros, se prendre la tête sur ce domaine-là? Est-ce que tu as des conseils un petit peu à donner? Alors, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'ai pas fait de disclaimer, mais juste de façon générale, ce que tu vois, je suis pas là pour donner un conseil fiscal et évidemment, on encourage d'aller voir un avocat fiscaliste s'il y a des doutes. On utilise vraiment le fait d'avoir aujourd'hui plusieurs milliers de personnes qui utilisent notre outil et donc cette expérience pour fournir des informations. Maintenant, pour les conseils en tout cas, on va dire, pour simplifier ces calculs de plus-value. Je pense que le premier, ça va être c'est limiter ses comptes. Je comprends qu'en gros, les crypto-monnaies, et nous-mêmes, c'est tellement entrepreneurial, on a envie de tout tester et de tout utiliser. Le premier point, ce serait de limiter ses comptes, ou en tout cas, si on ouvre un certain nombre de comptes, soit on utilise un logiciel, soit on a soi-même un suivi avec un Excel. Nous, on a régulièrement des clients qui viennent nous voir en nous disant voilà, ça c'est mon tableau Excel de suivi, j'ai suivi chacune de mes opérations. En tout cas, j'encourage vraiment à suivre ces opérations régulièrement. Là-dessus, donc c'est, on va dire, limiter l'utilisation des comptes et suivre ces opérations. Suivre ces opérations, ça veut aussi dire, on n'est pas entré dans certains détails, mais si les plateformes d'échange ferment, par exemple, on perd l'historique de transactions. Et donc, à partir de là, évidemment, ça devient c'est la faute du contribuable de ne plus avoir accès parce que l'entreprise a fermé. Ce qui est, donc, alors, le conseil, ce serait de télécharger régulièrement les historiques de transactions, dépôt et retrait depuis les plateformes d'échange. Mais en tout cas, suivre et être conscient du nombre de comptes qu'on détient, où sont les crypto-monnaies et les types de transactions qu'on réalise, je pense que ça, c'est important. Et le troisième conseil, c'est lors d'opérations particulières qui n'est pas une opération d'achat ou de vente de crypto-monnaie, les noter. Exemple, les salaires. Quelqu'un qui reçoit des donations en crypto, quelqu'un qui reçoit un salaire. Si il y a un exchange qui est fermé, les coins qui ont été envoyés depuis cet exchange fermé, les avoir identifiés. Alors, avec Waltio, on va les accompagner pour les identifier, mais c'est bien de le faire pour le coup régulièrement, ce type d'opération, parce qu'en fait, la complexité, elle va venir quand on a eu plein de comptes qu'on n'a pas suivis et que d'un coup, on se dit « Ah, mais attends, je dois faire… » C'est comme si, en fait, on devait dire aussi « Je dois faire la compta de ma boîte des 3 dernières années. » Ça va être assez… d'un coup, ça risque d'être un peu prenant et un peu long parce que la comptabilité, ça se fait aussi tous les mois, tous les trimestres et au jour le jour. Donc, je dirais limiter ses comptes.
suivre ces transactions et surtout identifier régulièrement toutes les transactions un peu particulières qui ne relèvent pas, ou complexes, qui ne relèvent pas des opérations d'achat et de vente de crypto-monnaies. Je pense que ça permet de mieux, de mieux suivre son portefeuille et pour la déclaration fiscale, ça va beaucoup plus vite et c'est plus propre dès le début et on s'arrache moins les cheveux à récupérer toutes les informations. Bon bah top. Je pense que c'était tout. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ou, Euh, on je fais avait un rapide vu, tour. on avait Non. vu tous les points. Je vérifie. Oui, j'avais une question que je t'ai pas posée. Est-ce que tu as entendu qu'il allait avoir des changements prochainement en termes de fiscalité sur la Ouais. crypto-monnaie? Alors, honnêtement, je dis oui dans le sens, oui pour la question. J'ai pas entendu de changement. Nous, on pousse pour les partager pour certains changements. C'est-à-dire Ouais. qu'on encourage l'administration fiscale à mettre en place certains changements. Et typique, moi, il y a un changement j'aimerais vraiment voir en place. C'est que, ok, là, c'est bien, on a des années dans le vert, depuis 8 mois, mais il y aura, et on l'a tous vécu, des années dans le rouge. Étant donné les modalités déclaratives, il n'est pas normal qu'on ne puisse pas déduire nos moins-values d'une année à l'autre ou qu'on ne Mm. puisse pas reporter une moins-value. Une entreprise peut le faire, un professionnel peut le faire. Sur des actions, tu perds une année des actions, tu fais une moins-value, tu peux reporter cette moins-value des gains générés Mm. et la déduire des plus-values réalisées l'année suivante. Mm. Et ça, c'est un truc qui a pas été accepté par l'Assemblée nationale quand ça a été voté, au septembre, octobre, ou enfin peut-être un petit peu plus tard, ou novembre, décembre 2018. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui est pour moi anormal et qui devrait être mis en place, mais pas encore de discussion mais sur le sujet. Et donc, il n'y a pas de changement. En tout cas, nous, on ne voit pas de changement court terme. Il y aura sûrement des décisions de justice qui vont venir. Donc, on parlait de jurisprudence, mais il n'y a pas du tout de changement. Tu sais, pour qu'il y ait des changements conséquents, il faut qu'il y ait plusieurs députés qui travaillent. Il faut qu'il y ait, ou peut-être pas forcément des députés. Enfin, là, c'est ce qui s'était passé. Mais il y a vraiment il y a un travail il faut qu'il y ait un travail de fond de la part soit des parlementaires, soit en tout cas, ou de Bercy ou autre. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de propositions dans le cadre de la fiscalité des particuliers qui sont à l'étude en ce moment. Mais évidemment, il nous faudrait de la clarification sur l'activité, la qualification de l'activité occasionnelle professionnelle, les revenus des opérations complexes dont on a cité, pour s'assurer, oui ou non, est-ce qu'on intègre à ce régime fiscal actuel. Et typique, l'exemple aussi que j'avais donné, la faculté de déduire des moins-values, qui est complètement anormal et profondément injuste par rapport aux autres régimes Et, fiscaux. et si je Voilà, dois rajouter quelque chose, une simplification à tout ça, même si Waltio est content que ça soit complexe, mais je pense que vous aimeriez que ça soit un petit peu plus simple complètement. sur certains points, qu'il y ait des points qui soient vraiment clairs et nets, et que Nous, on voilà, ça avait, soit beaucoup plus simple. nous, Parce on que a finalement, en fait, œuvré. l'argent, en fait, admettons, là, on a 8 mois dans le vert, comme tu dis, et ben, si on simplifiait les choses en termes de fiscalité, et ben, déjà, ça attirait peut-être plus de personnes dans la crypto-monnaie, peut-être plus de personnes à déclarer aussi. Et de toute façon, cet argent-là, et ben, après, peut être réinjecté et doit être réinjecté en France. Et en gros, l'État serait gagnant. Mais s'ils font des choses complexes, les gens, peut-être que ça va les rebuter à faire les déclarations, ils vont être perdus et ils vont y perdre dedans. Donc le fait de simplifier, ça arrangera, je pense, simplifier la chose arrangera tout Ouais, le monde. Et cet argent-là, finalement, il n'est pas perdu puisqu'il sera réinjecté dans l'économie. Enfin, moi, c'est mon sentiment qu'il faut que ça soit plus simple, plus accessible, plus clair. Et même si Waltio y est déjà ouais. à avoir un moins mal de crâne, et comme tu dis, Mhm. à perdre le plus réglo par rapport à la législation. Mhm. Mais Sur les simplicités, sur rendre les choses plus simples, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Moi, je pense que déjà, ça encouragerait, nous, c'est ce qu'on disait au pouvoir public. On avait d'ailleurs écrit avec l'ADAN,
l'association professionnelle des acteurs des sociétés du monde de la blockchain et des crypto-monnaies, une note en donnant une sorte de retour d'expérience des modalités de calcul. Un exemple des choses qui devraient être beaucoup plus simples, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des calculs qui sont fastidieux pour toutes les achats de crypto-monnaies. Ça n'encourage pas à utiliser les crypto-monnaies comme un moyen de paiement. Et ça, pour le coup, c'est un point qui doit être impérativement simplifié. Nous, on avait vu une tendance croissante en début 2020, l'augmentation des moyens des cartes de paiement. Et là, pour l'instant, c'est pas une des tendances les plus phares qu'on voit dans le monde de la crypto-monnaie, en tout cas sur Waltio. C'est-à-dire que l'utilisation des cartes de paiement est pas du tout aussi significative que ce qu'on attendait. L'année dernière, on avait vu vraiment un nombre croissant d'utilisation. Ouais, parce que justement, c'est un élément déclencheur d'impôt au niveau de la carte et ça exactement. peut rebuter des personnes. Il y a plein de personnes qui vont regarder cette vidéo et faire « Ah, bah, je savais pas ça ». Qu'à partir du moment où on achète des biens et des services, et ben, ça génère de l'impôt et c'est complexe. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Franchement, moi, j'ai tout compris. C'était limpide. On a fait du pratico-pratique, des questions pertinentes. Je pense que ça va soulager, je pense, pas mal de personnes qui vont savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Surtout, on en parlait un petit peu en off. Pourquoi pas faire un live, mais on le verra par la suite dans les prochaines semaines si, admettons, il y a des questions pertinentes auxquelles nous, on n'a pas répondu. Donc, j'invite à toutes les personnes qui ont des questions spécifiques et auxquelles on n'a pas répondu, de laisser déjà un commentaire en bas de la vidéo. Et éventuellement, s'il y a assez de questions, si elles sont pertinentes et si elles sont beaucoup likées, admettons, et on n'y a pas répondu, pourquoi pas faire un live pour reprendre. Là, on a passé 1h30 ensemble. Et je pense qu'on a vraiment déblayé tout le terrain et c'était très simple à comprendre. Franchement, moi, j'ai tout compris. Je pensais qu'il y allait avoir beaucoup plus. Et je l'aurais compris, hein. Je pensais qu'il y allait avoir beaucoup plus de zones de flou. Il en reste encore, mais je pensais qu'il y en allait avoir beaucoup plus. Et voilà, et comme tu dis, la fiscalité, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est amené à des changements et que toi, tu dois t'adapter. Les fiscalistes doivent s'adapter. Mais pour moi, c'était très clair. Ouais, écoute, avec grand plaisir. Moi aussi, c'était vraiment cool de pouvoir échanger et partager tout ça. Peut-être aussi 2 autres éléments. Nous, l'année dernière, on avait rédigé un livre blanc. Un livre blanc. On est en train notre avocat prépare avec lui une deuxième version pour donner justement davantage de détails. Le premier permettait de partager le régime fiscal. Donc, il y aura d'autres versions. Donc, pareil, je pense. Moi, je vous encourage. Il est entièrement gratuit. Je le mettrai en description de la vidéo. Ok, écoute, avec grand plaisir. Et on a aussi mis à disposition, je crois qu'on a plus de 70 articles de FAQ qui permettent d'avoir des informations sur le sujet de la fiscalité des crypto-monnaies. Donc, help.waltio.co, FAQ, si vous allez sur le site, il y a beaucoup d'infos gratuites pour ceux qui souhaitent chercher de l'information sur le sujet. On a d'autres questions qu'on n'aurait pas abordées, quoi. Mais en tout cas, un grand merci pour l'échange et pour l'invitation. Je pense, c'était très intéressant, vachement bien. Merci à toi, Pierre. Franchement, c'était cool. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions en bas de la description. Je mettrai tous les liens par rapport à Pierre, par rapport à Waltio, le FAQ, le livre blanc dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Parce que quand on investit dans la crypto-monnaie, il faut s'intéresser à la fiscalité. Je pense que c'est essentiel et j'ai eu énormément de questions là-dessus. J'ai beaucoup hésité à faire une vidéo sur la fiscalité parce que je ne suis pas conseiller financier, je suis aucunement fiscaliste. Et de pouvoir te poser des questions à toi, Pierre, qui a cette expérience, ces connaissances, je pense que c'était essentiel pour éclaircir et déblayer le terrain. Donc un grand, grand merci à toi. Je te dis à bientôt peut-être pour un live, on verra s'il y a des questions pertinentes. Et en tout cas... bon week-end de Pâques, hein. On est le jour de Pâques, on va essayer d'en profiter un petit peu en famille quand même, mais en tout cas merci à toi, Pierre. Merci à toi. Ciao, bye bye. Salut Julien. Et donc voilà les questions-réponses avec Pierre, j'espère que ça t'a intéressé. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu as envie que je fasse un live avec Pierre pour qu'il réponde aux questions de tous les abonnés et toi derrière si tu as une question vraiment très très technique, pourquoi pas faire un live avec Pierre qui va répondre à chacune des questions. Donc si tu veux qu'on fasse un live sur ma chaîne, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu as une question sur la fiscalité, lâche aussi un commentaire. Bref, j'espère que cette vidéo sur la fiscalité t'a éclairé un petit peu plus. Et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros like, à t'abonner à ma chaîne pour être au courant de mes dernières vidéos, déclencher également
également la petite cloche pour être notifié directement dès que je sors une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, je te dis à bientôt, ciao.